bienvenue à cette quatrième édition de l'Assemblée des communautés. Donc, l'ordre du jour, avant qu'on commence, donc une prière d'ouverture, puis on aura quelques présentations, donc des nouvelles personnes qui sont arrivées à Église Verte au niveau national, de ce qu'on a fait l'année dernière, les recettes et les dépenses d'Église Verte et à quoi ça correspond sur l'année précédente. On va vous proposer de participer à un petit sondage pour savoir quel écho ont eu nos propositions de ce début d'année. Cette année, on aura à nouveau un apport extérieur de la part d'Héloïse Gaborio, qui a réalisé un mémoire dans le cadre de son master de géographie sur les paroisses Église Verte. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Et ensuite, ce sera le thème de cette année qui sera développé, faire réseau et se soutenir localement. Je vous présenterai quelques exemples d'actions au niveau local partout en France et vous aurez l'occasion d'en discuter dans des petites salles. On finira par les événements à venir des prochains mois et on est vraiment content de pouvoir vous dire que cette année, les 3 présidents d'Église Verte, Monseigneur de Moulin-Beaufort, le pasteur Christian Krieger et le métropolite Dimitrios vous ont adressé un message d'encouragement et de bénédiction qu'on vous lira à la fin, avant de terminer par la prière de clôture des réunions Église Verte. C'était tout pour l'ordre du jour. Je laisse notre vice-président délégué Ivan lire la prière d'ouverture des réunions Église Verte. Donc, c'est pour lire la prière composée par l'équipe d'Église Verte pour commencer par une action de grâce nos réunions. Dieu, notre Père et notre Créateur, par ton Fils Jésus, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous croyons qu'agir pour préserver la création est une façon d'aimer notre prochain et d'agir pour la justice. Que notre esprit, notre âme et notre cœur soient entièrement tournés vers toi, afin d'accueillir la parole de chacun avec bienveillance. Que nos oreilles se fassent attentives aux fragilités, aux faiblesses, aux réticences des uns et des autres, afin que nous avancions ensemble en respectant le rythme de chacun, mais conscients de l'urgence du cri de la terre et des pauvres. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, confiants dans ta bonté de Père. Amen. Merci Ivan. Maintenant, on laisse la parole à Jacqueline, notre présidente, qui représente la Conférence des évêques de France pour un mot d'accueil. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Et merci d'avoir réservé votre soirée. Ce n'est pas toujours facile pour cette 4e assemblée des communautés d'Église Verte. Alors, pour moi, c'est la première, donc je la suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je suis frappée du nombre que nous sommes aujourd'hui parce que vous êtes nombreux et toute l'équipe s'en réjouit parce que, comme vous le savez, les communautés sont vraiment au cœur de l'action d'Église Verte et c'est bien par la conversion écologique que vous entreprenez, que vous mettez en œuvre, c'est bien celle-là qui est notre raison d'être et c'est pour ça qu'Église Verte a été fondée. Donc vraiment, vous êtes l'âme d'Église Verte et vous êtes le réacteur aussi. Alors, mon mot d'accueil va être très, très rapide parce que l'ordre du jour est chargé et qu'on est déjà un petit peu en retard. Mais je souhaite vraiment qu'on travaille bien ensemble, tous en assemblée aujourd'hui, que ça puisse nous enrichir les uns et les autres et que sur la question de faire réseau, nous venions avec des idées nouvelles et avec des propositions intéressantes. Voilà. Comme l'ordre du jour est très chargé, je passe la parole tout de suite. Je priais pour vous, on était à l'office de vêpres, donc je pensais à vous qui étiez déjà presque tous connectés. Alors, je vais vous présenter le nouveau bureau. Comme vous le savez peut-être, Église Verte a été entièrement renouvelée, enfin le bureau en tout cas a été entièrement renouvelé lors de la dernière Assemblée générale en octobre 2023, ainsi que le poste de trésorier. Jacqueline de Bourgoin est notre nouvelle présidente, vous venez de la voir. Elle est déléguée par la Conférence des évêques de France.
Antoine Roland est vice-président délégué par la Fédération protestante de France. Yvan Bir, qui nous a fait la prière de présentation, notre ancien secrétaire général, est aujourd'hui vice-président délégué par l'Assemblée des Églises orthodoxes de France. Robert Païs, du Secours catholique, remplace Jean-Pierre Charlemagne à la comptabilité, la trésorerie, et Rachel Calvert, présidente d'Arocha, entre également au bureau en tant que membre de référence. Côté salarié, vous connaissez déjà Juliette, responsable des déclinaisons jeunesse et du réseau ambassadeur, ainsi que du suivi des communautés du Nord-Ouest. Marie-Lorraine, responsable de la déclinaison association, ainsi que du suivi des communautés de l'Ouest. Delphine, responsable de la déclinaison famille et du suivi des communautés de l'Est. Blandine Moisson et moi-même, responsables du suivi de la déclinaison monastère. Et en septembre dernier, clic-clac, Hélène Versabel a remplacé Hélène Noisette pour le suivi de la déclinaison des congrégations apostoliques. Hélène est petite sœur de Saint François d'Assise et référente écologie à l'écologie intégrale dans le diocèse de C. Et enfin, depuis le 1er avril dernier, Alexis Guérit est notre nouveau secrétaire général. Merci beaucoup d'avoir présenté l'équipe. Alors maintenant, Alexis, qui est la technique ce soir pour faire les diaporamas, va projeter une vidéo qui reprend le rapport d'activité de l'année 2023. C'est une vidéo qui a été produite par Delphine et on la remercie beaucoup.
je vous laisse maintenant avec le rapport financier. Donc, dans un premier temps, juste rappeler notre modèle économique. Donc, le modèle économique aujourd'hui, il est basé sur trois piliers, si je puis dire. Les communautés, comme on a vu, de plus en plus nombreuses, heureusement, qui participent avec les cotisations. Le mécénat, c'est-à-dire l'apport de fondations, par exemple. Et en 2023, on a un important apport de la fondation Porticus. Et puis la collecte de dons qui représente aussi une part croissante de nos recettes. Voilà. Donc là, donc, vous avez une photo du bilan financier côté recettes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au budget 2023, c'est une bonne nouvelle. Les recettes sont au-dessus de ce que l'on avait prévu. Pourquoi elles sont? Parce qu'en fait, on a part de cotisation des communautés qui est plus importante que ce que l'on avait prévu, assez significativement. Donc, je reprends la main. Donc, ce qu'on expliquait juste avant, c'est que au niveau donc, du camembert d'explication sur la question des ressources que nous avons sur cet exercice 2023, comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons un équilibre plus ou moins entre ce qui relève de la cotisation des communautés et de la générosité du public et le financement des fondations et d'autres subventions. Pour la suite, il faudra être attentif à pouvoir rééquilibrer les ressources, puisqu'on va en parler juste après, nous avons un certain nombre d'ambitions en matière de taille du gâteau. Nous aimerions bien que le gâteau augmente pour financer un certain nombre de nouveaux projets, et ce qui passe notamment prioritairement par l'augmentation de la collecte de fonds auprès du public et par un sujet qui n'est pas anecdotique pour nous, qui est c'est ce qu'on appelle la sécurisation des cotisations, s'assurer que les participants cotisent au sein d'Église Verte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'ensemble des communautés, puisqu'on se rappelle que la cotisation est entrée en fonctionnement obligatoire, on va dire, depuis maintenant 1 an. Donc, on vous disait 168 000 euros de ressources sur l'exercice 2023 et grosso modo un tout petit peu plus de dépenses, que vous verrez après, nous avons un déficit très léger de 1 717 euros sur l'année qui ne pose pas de difficultés particulières au niveau des équilibres. Nos dépenses sur l'exercice 2023 sont avant tout liées à des questions liées au salaire et aux charges de l'équipe salariée avec des frais de fonctionnement qui sont un petit peu limités. Alors, plutôt que vous montrer des chiffres, même chose, pour vous montrer ça sous la forme d'un petit camembert, vous le voyez ici, donc une part très conséquente sur la question des charges et des salaires, et avec une réflexion pour la suite, avec une évolution de l'organisation de ces dépenses dans le cadre du plan 2024-2027 que nous sommes en train de travailler actuellement. J'y reviendrai juste après, mais qui va nécessairement impliquer un certain nombre d'évolutions, notamment en termes de dépenses, de développement et d'engagement pour assurer la pérennisation de l'association. Si on veut regarder les choses un petit peu autrement pour être un petit peu plus clair sur les dépenses, nous avons grosso modo, alors ce n'est pas parole d'évangile, j'en suis bien désolé, grosso modo au niveau de nos dépenses générales, entre, on va dire, autour de 17% de nos dépenses qui concernent nos frais de fonctionnement. Nos frais de fonctionnement, c'est-à-dire la location de nos locaux parisiens, nos frais de gestion comptable, toute l'organisation d'une structure, pas forcément des plus visibles et des plus intéressants pour les communautés, mais qui permet de faire tourner la boutique, comme on dit communément. Et puis ensuite, et c'est ça le plus important, environ 83% de nos dépenses qui sont liées au cœur de notre mission, à savoir accompagner les communautés, développer des nouvelles solutions, des formations, pour pouvoir permettre d'accroître le développement du label Église Verte et d'étoffer le réseau sur l'ensemble du territoire français. Cette organisation de dépenses, je vous disais tout à l'heure, elle a vocation à évoluer, à se transformer dans les prochaines années, dans le cadre d'un plan que nous n'avons pas encore validé, donc que nous n'allons pas pouvoir vous présenter d'un point de vue fin et opérationnel pour le moment, mais ça ne serait
tarder. On s'y engage sur le début du second semestre 2024. Pour vous dire très rapidement que nous avons donc un plan stratégique qui a été préparé en amont par l'ancien bureau, finalisé par le bureau actuel, qui se décline autour de 4 axes et derrière un certain nombre d'objectifs opérationnels sur lesquels je ne reviendrai pas. Premier axe, qui est la consolidation de la vie du réseau Église Verte en remettant l'Église au centre du village, c'est-à-dire en encourageant la créativité locale. Église Verte est un mouvement qui est là pour accompagner les ambitions spontanées du terrain, pour les coordonner, les réguler, etc., mais pour remettre cette question-là au centre de notre démarche. Le deuxième sujet qui est pour nous de faire connaître Église Verte au-delà de notre cercle actuel. Nous arrivons au bout de 5 ans à une phase de croissance qui touche à certaines limites. Pour dire les choses trop rapidement et trop simplement, nous avons touché les premières communautés les plus convaincues qui s'engageaient déjà par elles-mêmes. Il s'agit désormais de sortir de ce premier cercle pour aller bien au-delà, pour aller toucher l'ensemble des communautés chrétiennes dans leur diversité de formes et de spiritualité. C'est ensuite des questions de clarification, de gouvernance, de fonctionnement, etc. Église Verte rentre dans des dimensions qui ne sont plus celles qui avaient cours au moment de sa création. Et donc là, c'est des questions plus internes de structuration administrative, financière, etc. Et puis enfin, une question qui rejoint le troisième point, qui est la question du modèle économique. Comment assurer une pérennisation de la structure Église Verte pour que dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, Église Verte puisse continuer à exister, puisse continuer à rayonner et avoir un financement stable et pérenne. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à je ne sais pas qui et j'en suis bien désolé. Merci Alexis, merci Robert et Alexis de nous avoir présenté donc l'exercice 2023 et puis d'avoir un peu étendu notre regard sur les prochaines années. On va continuer à parler de 2024 maintenant avec Delphine qui va nous parler de tout ce qui s'est passé déjà cette année. Donc, comme vous l'avez vu dans le sondage, on parlait de The Week. The Week, si vous ne connaissez pas encore, on vous invite vraiment à le vivre au sein de votre communauté, pourquoi pas. C'est un parcours qui est très simple à mettre en place, c'est clé en main, tout est indiqué sur Internet. Donc, n'hésitez pas à tester. Et c'est un parcours qui est en forme de U. Ça veut dire que la première épisode, c'est le plus dur à vivre et on affronte vraiment la réalité du dérèglement climatique. Moi, il me fait penser un petit peu à la fresque du climat. Le second épisode, on est en bas du U et on regarde comment on en est arrivé là. Et à la fin du U, on est en train de remonter. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir. Et on a quand même plusieurs communautés qui ont proposé de vivre cette expérience et les retours sont assez positifs. The Week, ça peut permettre un déclic pour les personnes qui n'ont pas encore eu le déclic, qu'il y avait urgence à agir. Et c'est aussi un outil qui est intéressant pour le passage à l'action. Parce que souvent, on peut être un peu paralysé face à l'ampleur du problème et de ne pas savoir vraiment comment agir. Donc, c'est un excellent outil. Ensuite, Ma Petite Planète, donc c'est un jeu à jouer en équipe. On vous conseille vraiment d'expérimenter le jeu. Qui est très intéressant. Il permet le partage d'expériences, le partage de connaissances aussi entre les joueurs qui participent, mais également de renforcer les liens entre les membres de l'équipe, par exemple à l'échelle d'une communauté ou d'un groupe Église Verte Famille. Bien sûr, de s'amuser et surtout de se challenger durant 3 semaines, par exemple d'expérimenter pour la première fois une semaine végétarienne ou pourquoi pas de changer de banque pour une banque qui est plus vertueuse, mais aussi d'arrêter la voiture même quand il pleut pour des petits trajets. Donc, il y a une édition qui a démarré lundi sur le thème des Jeux Olympiques. Enfin, c'est toujours sur l'écologie, mais avec une spécificité sur les Jeux Olympiques. Et il est encore temps de nous rejoindre. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, donc pour le Carême, il y a eu 2 propositions. La première, une proposition de Chrétiens Unis pour la Terre, entendre le cri de la terre et le cri des pauvres, avec plusieurs partenaires dont on faisait partie. L'idée pour cette édition-là, c'était de vivre des temps de fraternité avec les plus pauvres pour faire vraiment entendre leurs cris.
Voilà, ces outils ils sont en ligne. Vous pouvez encore vous en servir pour préparer la campagne de Carême 2025. Mais il y a aussi plein d'idées qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent être utilisées tout au long de l'année. Donc la campagne épistolaire de Carême a permis à plusieurs communautés, mais également à des congrégations apostoliques, d'écrire une lettre à des voisins ou à des communautés amies pour les encourager à se lancer ou se relancer dans la démarche Église verte, et aussi pour leur partager les fruits que permettent d'avoir la démarche Église verte dans la communauté. Il y a un modèle qui est disponible en ligne pour écrire cette lettre, donc n'hésitez pas aussi, c'est une très bonne idée pour la campagne, enfin pour le Carême 2025. Et je finis par la formation numérique et écologie. Donc, on a publié cette année une fiche pratique et on a réalisé une formation en ligne. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller regarder ces outils, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. Notamment, dans la fiche pratique, il y a des exemples qui sont donnés par des communautés qui font déjà des choses. Donc, ça peut être source d'inspiration. Et durant la formation, on a eu un petit temps en sous-groupe. Et là, il y a eu des idées des communautés pour réaliser des choses en lien avec le numérique, comme par exemple mettre en place une fresque du numérique ou réaliser un troc d'équipements et bien d'autres idées qui peuvent être source d'inspiration pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour ces événements de début d'année. Me voici en charge de présenter notre intervenante extérieure. Donc, je vais prochainement laisser la parole à à Héloïse Gaborio, pardon, qui est la fille d'Anne Gaborio, qui est ambassadrice Église verte pour la Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Et Héloïse est actuellement en Master 1 à l'École normale supérieure de Lyon. Elle produit actuellement un mémoire sur la géographie des paroisses Église verte. Et on a hâte de la découvrir. C'est à toi, Héloïse. Merci beaucoup. Donc, comme je vais pas revenir sur mes études, mais ce qui m'a intéressé, c'était de voir où étaient les paroisses Église verte. Je pense apporter plus de questions que de réponses, donc je serais assez intéressée d'avoir vos questions et vos avis. Je vais commencer sans plus attendre. Alors, j'ai fait cette slide que j'ai appelée socle théorique. C'est les lectures qui m'ont aidé à comprendre pourquoi des démarches comme celle d'Église verte existent. Je vous les ai mis si jamais ça vous intéresse, donc sur les liens entre christianisme et écologie, sur d'autres labels qui existent, notamment les grands sites de France qui ont aussi pour but d'avoir un réseau entre les sites labellisés. Il me semble que c'est le thème d'aujourd'hui. Et des études plus de répartition spatiale religieuse, voilà, si jamais ça vous intéresse. Des précisions que je ferai aussi pour m'excuser si votre communauté n'apparaît pas dans cette étude. Pour des raisons très pratiques, j'ai exclu un certain nombre de communautés. Donc celles qui en font partie, c'est les paroisses et églises protestantes et catholiques qui ont été labellisées et qui sont actives ou ne sont plus actives. J'ai gardé les deux. Et mes données s'arrêtent en mars 2024. Donc déjà, j'ai vu que c'était plutôt un phénomène urbain. Donc là, vous avez l'INSEE qui répartit toutes les communes de France en fonction de si elles sont urbaines ou rurales. Donc vous avez ici, de gauche à droite, de plus urbain à plus rural. Vous voyez que c'est un phénomène qui est quand même largement urbain, parce que 51% des paroisses labellisées sont dans un grand centre urbain. Et là, vous avez donc à l'intérieur des communes elles-mêmes, donc parmi toutes les communes qui sont classées grand centre urbain, vous en avez un peu plus de 25% qui contiennent une paroisse labellisée. C'est aussi un peu différencié en fonction des deux confessions qui m'ont intéressée, puisque les paroisses protestantes sont un peu plus urbaines que les paroisses catholiques labellisées. Ça, donc, c'est les deux cartes qui m'ont servi un peu de base, qui sont en fait le nombre de paroisses labellisées sur le nombre total de paroisses par département. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces deux cartes, mais pour faire un peu court, j'espère que vous voyez mon curseur. On retrouve essentiellement, d'une part ou de l'autre, les métropoles, donc par exemple Paris, Lille, Nantes pour le catholicisme.
Strasbourg, Lyon, Grenoble pour les protestants. Vous retrouvez aussi la région Rhône-Alpes. Côté protestant, plutôt cette ouest, centre-ouest, et côté catholique, plutôt le nord-ouest, donc essentiellement Bretagne, Normandie, qui ressortent en bleu. J'ai voulu d'abord la comparer à la carte de la pratique. Ici, c'est la pratique catholique, donc en 2012 à droite. Et on retrouve ce nord-ouest qu'on avait vu notamment. On retrouve moins les autres régions. Enfin, tous les paramètres que je vais vous présenter, vous allez avoir des correspondances jamais exactes, mais en partie, on pourra étudier justement ces zones qui en partie se retrouvent. Et là, c'est donc ce nord-ouest qu'on retrouve. Et côté protestant, c'est plutôt donc l'Est, ici Est, Alsace, Doubs, Savoie, qu'on retrouve plus parmi les départements qui étaient plutôt bien labellisés, si je puis dire. Je vous ai mis ici le nombre d'habitants et on retrouve donc ce nord-ouest plutôt qui ressort en vert un peu plus foncé et cette est ainsi que la région Rhône-Alpes. Je vous ai mis ici un tableau qui récapitule un peu ce que je viens de dire. Donc, c'est les 15 départements les mieux labellisés d'après les critères que je viens de citer. Et vous avez donc en vert l'Île-de-France, en jaune, c'est des départements de Rhône-Alpes, et en bleu, c'est le nord-ouest. Et donc, vous voyez que c'est trois grandes zones qui reviennent beaucoup dans les départements où il y a pas mal de paroisses labellisées. J'ai voulu ensuite comparer à des paramètres qui n'ont pas forcément de lien direct avec des questions religieuses. Donc, vous avez toujours à droite des graphiques avec donc en haut département, au milieu intercommunalité et en bas commune. À gauche, quand ça contient une paroisse labellisée, et à droite quand ça ne contient pas. Donc, vous voyez parfois des écarts plus ou moins grands. Ce qu'on peut dire pour les revenus, je vais aller assez vite à chaque fois. Ce qu'on peut dire pour les revenus, c'est qu'on retrouve beaucoup cette Est et pour le Nord-Ouest, les deux métropoles de Nantes et de Rennes. Ici, vous avez donc la population de cadres et on retrouve beaucoup le Nord-Ouest. Alors, on note qu'il y a une petite exception par rapport à la Manche, l'Orne et la Mayenne qui reviennent un peu moins. Pardon. Et vous retrouvez encore une fois la région Rhône-Alpes et l'Est. Par rapport, vous avez voilà, à peu près, je vais pas m'attarder dessus, à peu près les mêmes dynamiques sur la population jeune. En revanche, sur la population de plus de 60 ans, vous avez ce centre qui se détache un peu et qui est un centre assez rural avec assez peu de paroisses labellisées. Donc là, vous voyez les numéros, le nombre de paroisses. Si on a plus de 5, c'est la médiane. Si on a plus de 5, vous pouvez considérer que c'est plutôt bien labellisé. Et donc là, il y a ce centre où éventuellement les départements plus ruraux et avec une population plus âgée sont moins labellisés. Là, c'est le même type de tableau. Donc, à gauche, vous avez le top 15 des départements labellisés et à droite, les trois colonnes de droite, c'est les paramètres que je viens de vous présenter. Et donc, toujours Île-de-France en vert, le Nord-Ouest en bleu et la région Rhône-Alpes en jaune. Et vous voyez que ici, c'est les 15 départements les plus labellisés. Et ici, c'est les 15 départements les moins labellisés. Donc, il y a vraiment ces trois grandes zones qu'on retrouve dans la labellisation, à quelques exceptions que j'avais citées tout à l'heure, notamment la Manche et la Mayenne. Ensuite, j'ai voulu m'intéresser à ce que j'ai appelé contagion, qu'il ne faut pas prendre ici dans un sens négatif du tout, mais plutôt dans le sens d'une éventuelle influence que peut avoir une paroisse sur sa voisine et faire ainsi des réactions en chaîne pour faire labelliser de plus en plus de paroisses autour. Et donc, je me suis intéressée à l'évolution. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence essentiellement avec les métropoles, mais aussi, on voit quand même les deux Savoie, quelques exceptions, la Vendée, qui se détache, pas mal en région Rhône-Alpes. Et vous avez ici l'évolution avec un essor du nord-ouest notamment, et une croissance des métropoles. Vous avez ici le détail, donc en bleu catholique et en rouge protestant. Ce qu'il faut retenir de cette évolution année par année, c'est que vous avez plutôt des paroisses catholiques donc, qui se concentrent ici dans le nord-ouest. Vous avez beaucoup de bleu. Vous avez ici
pas mal de rouge, ce qu'on avait trouvé dans les premières cartes, et Rhône-Alpes qui est un petit peu plus mixte, entre guillemets. Avec ce qui m'intéresse dans cette carte, c'est de voir qu'il y a à la fois des points un peu isolés et des points qui sont très proches, donc qui pourraient être finalement on pourrait dire qu'il y a peut-être cette contagion au niveau de ces points assez proches. Si je dois donc, conclure, on retrouve certaines des caractéristiques que j'ai présentées à la fois dans les départements les mieux labellisés et dans des départements qui ont certaines caractéristiques, donc que ce soit historiquement chrétien, donc les départements, dans des zones urbaines avec une population plus jeune éventuellement, un niveau de vie plus élevé ou de diplôme. Moi, ce que je peux faire comme hypothèse par rapport à ça, c'est que c'est des zones où les fidèles sont plus mobilisables, soit parce que c'est plus peuplé, soit parce que historiquement c'est très religieux, donc avec un engagement plus fort dans la paroisse, soit parce que la sensibilité écologique est plus importante à l'échelle du département ou de la commune. Je voulais finir par vous présenter mes questions qui restent en suspens, notamment alors, les causes de l'engagement d'une paroisse, mais aussi parce que c'est le thème aujourd'hui, comment se constitue ce réseau entre les communautés, et quelles sont les actions qui sont mises en place et quelles sont leur efficacité. Et comment on met en lien ces communautés, c'est aussi quelque chose qui intéresse les géographes, donc c'est peut-être le fruit d'une future recherche éventuellement. Et je suis tout à fait ouverte à vos questions et à vos hypothèses. Je vous remercie pour votre attention. Merci Héloïse pour cette présentation. Donc, moi, je suis Antoine et puis je vais essayer de faire un intermédiaire entre les questions qui pourraient être posées dans le chat et puis et toi. Donc, voilà, déjà un grand merci pour ces cartes. C'est toujours très éclairant de voir apparaître visuellement une répartition comme ça. Alors, tu suggères des pistes. Moi, j'en vois deux qui seraient peut-être à travailler pour continuer l'analyse. D'une part, peut-être regarder si la dynamique Église verte est en lien avec la dynamique ecclésiale. C'est-à-dire qu'on a dans des endroits des paroisses vieillissantes, moribondes, et puis on a dans certains endroits des paroisses plutôt actives. Est-ce que ça se retrouve dans la dynamique Église verte? Et puis, dans l'Église verte, il y a Église et il y a verte. Et est-ce qu'on peut voir aussi un lien entre la répartition de la dynamique Église verte avec d'autres dynamiques écologiques? Alors, écologistes, j'ai pensé par exemple au vote écologiste aux élections, mais pas seulement. Ça peut être aussi avec, je ne sais pas, le nombre d'exploitations bio dans un département, ou d'autres indicateurs comme ça, voilà. Alors, il y a une question, donc il y a une question de Laura, c'est est-ce que cette recherche est susceptible de continuer? Et puis il y a une autre question sur un lien avec la présence éventuelle d'ambassadeurs sur la dynamique église. Oui, alors déjà par rapport à la continuité ou pas de ma recherche, je remercie vraiment l'association de m'avoir permis de faire cette recherche, et en particulier Juliette qui a été mon interlocutrice. Peut-être qu'elle continuera dans mes recherches futures. Je l'exclus pas pour l'instant. Et ça sera intéressant. Il me reste beaucoup de questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Et pour les ambassadeurs, alors j'ai dû restreindre pas mal ce que j'avais en tête et les cartes que j'avais en tête. J'aurais pu faire une carte des ambassadeurs, et c'est quelque chose qui serait intéressant si je veux étudier justement la question du réseau. Mais j'ai pas d'études sur les ambassadeurs ou sur leur répartition, leur nombre en fonction des départements, par exemple. C'est pas quelque chose que j'ai. Voilà. Alors, est-ce qu'on a plein de questions qui arrivent? Alors, je pense que tu n'auras pas les réponses, mais ça vaudrait le coup de regarder aussi comment, donc ça c'est peut-être un travail plus qualitatif, sur comment est-ce que les personnes ont entendu parler du label Église verte.
avant qu'elle fasse la démarche. Et de voir aussi si l'initiative elle est locale. Enfin, ça rejoint un peu la question des ambassadeurs. Est-ce que et de la contagion, comme tu l'as appelé dans les cas, est-ce que la création d'une église verte se fait d'abord par des gens qui localement ont lu Laudato Si pour les paroisses catholiques ou ont été sensibilisés d'une autre manière pour les paroisses protestantes, ou est-ce que ça s'est fait effectivement par capillarité? C'est intéressant. Et il y a encore une question sur l'âge des membres d'Église verte, qui là aussi nécessiterait, je pense, une autre étude, parce que voilà, ne pouvant pas juste être, enfin, c'est une information qu'on ne peut pas capturer juste à travers la présence ou l'absence d'une communauté. Et c'est vrai que j'ai eu une étude qui était plus quantitative et ça serait intéressant d'avoir une approche plus. Mais moi qui suis statisticien, ça me réjouit que tu fasses des études quantitatives. Voilà. J'ai peut-être une dernière question. Est-ce que c'est un travail en cours ou c'est un travail que tu as déjà terminé et que tu vas présenter pour toi, Emmanuel? Il est presque terminé. Je vais le rendre dans 2-3 semaines. J'ai encore une petite marge de manœuvre. Je pense ajouter les pistes qui m'ont été données, mais ce travail-là est quasiment terminé dans le fond en tout cas. Très bien. Merci à Héloïse. Et donc, on va rattraper légèrement le retard. Je passe la parole à Juliette. Oui, c'est moi qui prends la suite pour continuer sur ce sujet un peu territorial et faire réseau. Donc, je vais vous présenter très rapidement quelques exemples d'événements, d'actions qui ont eu lieu pour nouer les fils du réseau les uns avec les autres. Et puis ensuite, vous partirez en salle pour en discuter. Donc, une première façon de faire réseau, ça peut être tout simplement de suivre un événement, une formation ensemble. Donc, merci Olivier d'accueillir les communautés d'Isère chez toi pour suivre l'Assemblée des communautés. Une deuxième idée, ça peut être, alors il faut que le contexte s'y prête, mais par exemple à La Roche-sur-Yon, il y a une réunion mensuelle des équipes Église verte de la paroisse protestante et de la paroisse catholique. Et ça permet de se tenir au courant des événements auxquels on a participé les uns les autres, de s'inviter, de prévoir des choses ensemble et surtout de se rendre compte de ce que c'est Église verte chez une communauté voisine mais différente. Donc, par exemple, les protestants de La Roche-sur-Yon me disaient, bah, nous, on est une communauté unique avec un seul bâtiment et on voit bien que c'est pas la même chose chez la paroisse catholique qui a plusieurs clochers, plusieurs petites sous-communautés, on va dire, et on se rend compte de ce à quoi ressemble la démarche Église verte dans un autre contexte. Un troisième exemple, ça peut être simplement en faisant circuler les informations. Donc, en Loire-Atlantique, dans la métropole lyonnaise, il y a une lettre mensuelle du réseau Église verte. Alors, ça peut être soit pour annoncer les événements à venir, soit pour faire des retours sur les événements passés, ce genre de choses. On continue les exemples avec justement toujours la Loire-Atlantique. Donc, il y a une rencontre annuelle des communautés Église verte. Et là, vous pouvez voir que pour cette édition a été demandé aux communautés de présenter leur démarche sur un panneau, donc pour abonder encore plus les échanges, les partages à l'oral en petits groupes. On peut faire d'autres choses pendant une réunion des communautés labellisées. Donc là, c'était une réunion des communautés catholiques du diocèse de Nanterre, où en amont de la réunion, notre ambassadeur François, qui est aussi référent diocésain à l'écologie intégrale, a demandé à chaque communauté de remplir une fiche pratique afin de pouvoir dupliquer les bonnes idées qui peuvent être comment on organise une conférence, comment on a organisé un parcours spirituel avec les fiches d'animation et le déroulé des rencontres, etc., pour faire circuler les bonnes idées. D'autres exemples de journées de rencontres, donc dans les Yvelines, Christine et son équipe organisent d'une main de maître de très belles journées, c'est la 4e édition, il me semble, qui a eu lieu cette année, et avec à chaque fois une ou des conférences et des intervenants prestigieux comme l'économiste jésuite Gaël Giraud cette année et des temps de partage qui sont très appréciés pour se rendre compte des démarches les uns des autres, s'inspirer, s'entraider, etc. Et évidemment, toujours un temps de prière ou de méditation œcuménique. Ça a lieu aussi dans l'Hérault chaque année, avec toujours dans un très beau lieu, avec des activités nature, s'y rendre à vélo, du géocaching, etc.
D'autres exemples, on s'approche de la fin des exemples. Ça peut être aussi d'élargir ces rencontres écologiques à tout un écosystème au-delà des communautés Églises vertes. Donc à Lyon, par exemple, à cette rencontre-là, il y avait aussi le jeune collectif Lutte et Contemplation, l'association Arocha, et donc on peut aussi faire ce petit réseau chrétien et écologique en associant au-delà d'Églises vertes. D'autres exemples de structures avec lesquelles on peut être en lien, le CCFD Terre Solidaire qui est bien implanté partout dans le territoire et souvent des connexions naturelles se font, comme à Toulouse où notre ambassadeur est aussi membre du CCFD et de nombreux événements ont lieu à l'initiative commune des paroisses Églises vertes et du groupe local du CCFD. Un dernier exemple, si je ne m'abuse, ou avant-dernier, c'est de proposer à une autre paroisse, une autre communauté, d'organiser, de venir chez elle pour organiser une action. Ça s'est passé au Rincy, en Seine-Saint-Denis. Un contact a été pris grâce au stand d'Église verte de la Kermesse du Temple avec l'aumônerie catholique. Donc notre ambassadrice Anne a fait vivre une fresque du climat aux ados de l'aumônerie catholique. Donc je vous fais un petit panorama très rapide pour vous donner envie, vous aussi, d'organiser de telles choses ou des choses complètement différentes avec des communautés voisines. Et c'est ce dont on va parler en petits groupes et c'est ce que Marie-Lorraine va vous présenter là tout de suite. Donc l'animateur va vous proposer plusieurs choses. Tout d'abord, de prendre la parole une première fois pour donner votre nom, votre prénom, le nom de la communauté, confession, ville ou département. Le deuxième tour de parole, ce sera une compétence, une expertise ou une ressource, puisque vous avez déjà certainement mis en place un compost, vous êtes passé à la vaisselle lavable alors que vous étiez à la vaisselle jetable, etc. Toutes ces actions qui vous ont permis de développer cette compétence, parce que ce qui est facile à faire à la maison, en paroisse, voilà, ça demande beaucoup plus d'organisation. Donc c'est vraiment un temps où vous pouvez vous approprier ce que vous avez déjà fait et le valoriser, et c'est toujours important. Un troisième tour de parole où chacun pourra donner les besoins de sa communauté vis-à-vis du réseau local. Ensuite, des discussions libres, s'il vous reste du temps, pour rechercher l'entraide, échanger sur un point qui pourrait vous servir dans l'immédiat. Et dans l'idéal, voilà, que vous puissiez arriver jusque-là, partager une action sur laquelle vous souhaiteriez vous engager après ces échanges. Quand on a vécu un temps comme celui-ci, c'est important de repartir avec quelque chose qu'on a envie de faire, de vraiment le clarifier tout de suite. Ça aide à rentrer dans l'action pour la suite. On entre dans la dernière partie de l'Assemblée des communautés. C'est Delphine qui va prendre la parole après juste un petit retour d'ambiance par Alexis sur ces échanges en groupe. Alors oui, je prends la parole en tant que le dernier arrivé. Donc je suis secrétaire général d'Église verte depuis début avril et c'est ma première rencontre aussi nombreuse. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'entre vous et je suis depuis très longtemps l'activité d'Église verte. Mais là, ce qu'on voit, c'est un bouillonnement. Je ne sais pas combien de pages, là on a un tableau de suivi de toutes les discussions et de voir tout ce qui peut se passer, toute la richesse, l'ingéniosité d'un mouvement qui nous dépasse complètement. Je vous avoue que je suis vraiment à la fois admiratif et en même temps inquiet quand je vois là les besoins, tout ce qui remonte, et de voir l'espoir aussi que nous pouvons susciter. Et le nous, il est collectif. Quand je dis nous, c'est bien les personnes engagées pour faire vivre Église verte, chacun à sa place et chacun en responsabilité. Mais en tout cas, il y a là quelque chose d'assez réjouissant sur notre capacité à faire Église, à faire avec nos diversités, à constituer l'Église universelle, avec ce regard particulier, ce pas de côté que nous proposons avec ce sujet environnemental. Et ce que je vois ici, c'est à la fois un renouveau de l'Église, un renouveau de l'œcuménisme et la volonté de sortir de son couloir de nage. Je ne sais pas comment le dire intelligemment, plus intelligemment, mais en tout cas, je vois beaucoup de choses où
on demande de dire j'ai envie d'aller vers l'autre, j'ai envie d'être en contact d'autres communautés Église verte, d'aller m'enrichir du regard d'autres communautés qui sortent de ma chapelle catholique, orthodoxe, protestante ou dans une certaine filiation confessionnelle. Et de ce point de vue-là, voilà, ce que je retiens et ce que je vois, c'est vraiment cette capacité de bouger, de changer, de se mettre en mouvement au service de la création. Vous allez nous demander beaucoup de travail et c'est avec un grand plaisir qu'on va poursuivre cet engagement au service de vos projets locaux. Alors, je vous le disais, tu peux mettre tout de suite la slide d'après. Je vous le disais tout à l'heure, pour ma petite planète, donc il y a une édition qui est en cours actuellement, qui a débuté lundi soir et qui se termine le 17 juin. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez encore envie ou si vous avez le souhait de rejoindre la Ligue Église Verte France et puis, ou alors encore de créer votre propre ligue. Vous allez avoir les informations dans le chat. N'hésitez pas, on sera ravis de vous retrouver pour ma petite planète. Ensuite, c'est bientôt donc le temps pour la création. Vous le savez, il y a le thème qui est sorti dernièrement. Il y a un thème différent qui est proposé chaque année pour ce temps qui est vraiment international et œcuménique. Et donc, le mercredi 5 juin, on va avoir la prière et la trame de célébration qui seront, que l'on va recevoir en français. Donc, vous recevrez les informations par mail en temps et en heure. Bientôt, nous avons également notre assemblée générale. Vous pouvez participer en visioconférence. Vous recevrez un mail en ce sens demain. Vous pourrez vous inscrire pour participer. Et on vous rappelle que les communautés labellisées ont un rôle consultatif à cette assemblée générale. Et vous êtes bien évidemment tous bienvenus. On organise justement pour le temps pour la création une formation commune avec le mouvement Laudato Si. Vous recevrez, enfin voilà, le jeudi 13 juin, l'idée de ce temps de formation, c'est vraiment de prendre le temps de présenter les outils, de faire un temps en petit groupe aussi de partage biblique et sur le verset, et un temps de partage d'expérience et un temps aussi d'exemple d'action. Le dimanche 16 juin, les textes du jour sont orientés autour des plantes et c'est vraiment un très bon moment pour pouvoir plus parler de la création, peut-être en parler à vos prêtres, à vos pasteurs, aux prédicateurs, faire des prières universelles, choisir des chants qui soient en lien avec la création. Donc le dimanche 16 juin. Pour les familles, j'organise 2 réunions de découverte du parcours. Si vous n'en avez pas encore entendu parler et que vous souhaitez savoir de quoi il s'agit, vous êtes bienvenus. Vous recevrez aussi bientôt un mail avec le lien d'inscription pour participer à la réunion de juin et à la réunion de septembre. Également en juin, il y a beaucoup de choses ce mois de juin. Avant la fin de l'année, on a mis pas mal de choses avant l'été. Donc, formation initiale des ambassadeurs. Si vous avez l'envie de devenir ambassadeur ou que vous pensez à des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à partager cette information et à participer également. En juin également, c'est la nuit des églises. On avait un partenariat avec eux et on avait créé une fiche pratique sur le sujet. Et c'est vraiment une occasion en or pour montrer au grand public finalement qu'il se passe des choses autour de l'écologie. Il y a plein de propositions très belles dans la fiche pratique et on vous invite vivement à retourner la lire si vous l'avez déjà lue, puis à la lire et à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Durant l'été, c'est un moment où il peut y avoir beaucoup de retraites spirituelles. On a un agenda participatif sur lequel vous pouvez abonder et mettre vos événements. Donc, il y a déjà des événements en ligne, mais n'hésitez pas à en renseigner si vous organisez des événements autour de l'écologie et de la spiritualité. Ce sont les Jeux olympiques et durant ces Jeux olympiques, il y a quand même pas mal de lieux qui sont concernés. Et donc, il y aura un afflux de visiteurs assez important et probablement des visiteurs dans vos églises, dans vos paroisses. Donc, il ne faut pas hésiter à cette occasion-là peut-être de mettre en avant votre démarche Église verte par un panneau spécifique, une exposition. Ça peut être un moment intéressant pour rendre visible ce que vous faites aussi au grand public. Et je finis rapidement sur le temps pour la création, donc qui aura lieu du dimanche 1er septembre au vendredi 4 octobre. La plupart d'entre vous connaissent bien ce rendez-vous.
Le 1er septembre, pour information, c'est un dimanche, donc c'est très tôt dans la rentrée, mais c'est peut-être l'occasion de profiter du lancement du temps pour la création pour faire quelque chose à ce moment-là. Et n'hésitez pas à vous inspirer des actions menées par les communautés labellisées. On fait tout un travail chaque année de collecte des informations. Alors, ce n'est pas exhaustif, évidemment, mais voilà, il y a un bilan là sur le temps pour la création qui a été créé. Ça peut vraiment être source d'inspiration pour vous. Il me semble que c'était la dernière action à présenter et je laisse Jacqueline conclure avec le message de nos 3 présidents. Alors, je vais faire très vite, mais je voudrais quand même remercier tous les participants, remercier les animateurs, remercier ceux qui ont préparé cette rencontre et dire aussi l'importance du thème qu'on a traité, qui est de faire réseau. Et c'était vraiment en résonance avec ce qu'a dit Héloïse. Et je pense que c'est un point fondamental pour vraiment la conversion écologique, c'est de travailler ensemble, de d'essaimer progressivement. Ça, Alexis l'a dit aussi, je n'insiste pas, mais j'ai trouvé que notre rencontre était très riche de ce point de vue. À nous d'assurer aussi maintenant une vraie continuité derrière. En tout cas, merci à tous, vraiment. Alors, je vous lis le message de nos 3 présidents de différentes confessions d'Église verte, et vous allez le voir aussi en même temps. Et je vous signale aussi que Monseigneur de Moulin-Beaufort a fait une intervention dans le cadre d'un travail du mouvement européen Laudato Si, que c'est une intervention sur Église verte que vous trouverez dans le chat aussi, si vous voulez la voir et la montrer. Alors, message aux communautés Église verte. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À l'occasion de votre assemblée des communautés annuelle, le 29 mai 2024, nous souhaitons vous encourager et vous assurer de notre fidélité dans la prière. En septembre 2017, le Conseil d'Église chrétienne en France, le CCEF, a lancé l'association Église verte pour promouvoir de manière écuménique un processus spécialement pensé pour la conversion écologique des communautés chrétiennes. En 2024, grande est notre joie de voir que cet outil a été utilisé partout en France par près de 1000 communautés catholiques, protestantes, orthodoxes, écuméniques, rurales, urbaines, très diverses dans leur nature, paroisses, associations diverses, monastères, communautés apostoliques, familles et groupes de jeunes, toutes membres du corps du Christ. Tous et toutes, vous prenez soin de la création, confiée par le Dieu créateur, là où vous êtes. Grand est notre émerveillement face à la diversité de vos actions, à votre créativité, à tout ce qui se fait ensemble en coopération écuménique. Faites grandir ce visage-là de l'Église. Nous savons les difficultés qu'une communauté chrétienne peut rencontrer aujourd'hui. Ainsi, nous vous encourageons à prendre soin les uns des autres, à vous soutenir localement dans vos démarches de conversion écologique et à tisser les fils de l'unité des chrétiens de manière encore plus resserrée afin d'être véritablement un en Christ. Nous admirons aussi les liens que vous créez à partir de l'attention pour la maison commune avec d'autres réalités, ayant d'autres sources d'inspiration et d'autres moyens d'action. Vous recevrez et vous partagez. Ce double élan, orienté vers le bien commun total, sert à l'unité de l'humanité selon ce que Dieu veut. La vie sur Terre est une bénédiction et montre l'amour de Dieu. Agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Les actions que vous entreprenez sont autant de manières contemporaines de répondre au message du Christ, de garder ses commandements. L'Église a depuis toujours écouté le cri des pauvres. Aujourd'hui, c'est un cri supplémentaire qui se fait entendre, celui de la terre qui gémit en travail d'enfantement, selon l'Épître aux Romains 8, 22, et nous invite à choisir dans l'espérance des modes de vie prémices d'une création nouvelle, réconciliée en Christ. Ce verset a été choisi pour le temps de la création 2024. Nous vous encourageons à organiser des célébrations écuméniques sur tout le territoire et à vous unir dans la prière, la louange et l'action pour amener cette espérance au monde. Conscient plus que jamais de l'urgence écologique et de la légitimité des chrétiens à prendre la parole sur des sujets aussi importants, nous vous encourageons à poursuivre vos efforts avec confiance et espérance.
Votre contribution portera de nombreux fruits, visibles et invisibles. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, les coprésidents du Conseil d'Église chrétienne en France. Voilà, il est maintenant temps de conclure avec la prière. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur notre chemin de conversion, ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au cœur de toute personne de bonne volonté, le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci Père, de nous donner des frères et des sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un sauveur à glorifier et à louer. Et que ta bénédiction repose sur nous à jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ici s'achève notre assemblée des communautés. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci aussi pour toutes vos participations. Et à très bientôt.